Salut, moi c'est Valentin. J'ai créé Sauce Writing pour aider un maximum de gens à écrire des articles de référence sur Internet et je suis aussi freelance copywriter. Moi, c'est Alexis Minkela, je suis aussi freelance copywriter et puis j'ai créé Tribu Indé, un podcast qui déconstruit les préjugés autour du freelancing. Actuellement, on est confiné en région parisienne. Voilà, Voilà, dans la maison de ma grand-mère, on profite du jardin, exactement. ce qui est pas trop mal pour un confinement. Écoute, c'est pas mal de taf, mine de rien. Et puis pour le coup, on est confiné à 3, donc les journées passent assez vite. Ça fait déjà un mois qu'on est là. C'est Ouais, et assez puis ouf. le rythme est assez classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire hors confinement, puisqu'on a l'habitude de bosser plutôt de chez nous, dans des coworking, donc les journées sont plus ou moins les mêmes et on continue à avancer sur nos projets, quoi. Ouais, et on essaie de garder au maximum un cadre pour avancer, quoi. Du coup, moi, c'était pas la première fois que j'allais à Bali. J'avais déjà été à Bali, mais plutôt en mode touriste. Donc là, c'était un changement de me dire que j'y vais aussi pour bosser. Et du coup, bah, effectivement, les journées ressemblent pas du tout à des journées de voyage. Donc l'expérience était très cool. L'avantage, c'est que bah, tout est fait pour que on puisse se sentir bien, bien travailler. Il y a les bonnes installations. Et après, les journées, encore une fois, sont pas si différentes qu'ici, quoi. Dans tous les cas, on était dans un coworking de 9h à 19h globalement, donc là-dessus ça changeait pas, mais c'est vrai que c'était plutôt cool d'être à l'autre bout du monde au soleil, quoi. Pour moi, c'est la première fois en Asie, donc plutôt, enfin, expérience assez cool, même si un peu écourtée sur la fin et plus le temps passait, plus ça devenait bizarre avec le coronavirus, mais très cool et c'est super plaisant de se dire qu'en fait on peut un peu créer le cadre de travail qu'on veut avoir, donc pour ça, grave kiffé. Bah, les journées, c'était, comme l'a dit Alexis juste avant, c'était pas mal de travail, mine de rien. À Bali, bah, on avait pris un coworking, on était à Canggu, on avait pris un coworking et tous les matins on prenait le scoot pour y aller. Moi, quand j'étais au Vietnam, j'étais à Ho Chi Minh, donc pareil, il y avait des coworkings. J'ai pris un coworking et pareil, le matin, je me levais mine de rien assez tôt. En plus, il fait chaud, donc plus tu pars tard et plus tu arrives en sueur après. Donc j'avais 15 minutes à pied, je badgeais et j'étais sous la clim. Ouais, parce que globalement, en fait, ce qui se passait, c'est que on privilégiait vraiment le matin pendant qu'il faisait assez frais, etc., pour bosser, pour être dans de bonnes conditions et avancer au maximum sur nos projets. Généralement, on prenait des petites pauses midi un peu plus détentes qu'en France. Et après, en fait, ouais, on était calé assez sur un rythme un peu lundi, vendredi. Ouais. Souvent, on bossait le samedi matin et le dimanche matin. On aimait bien aller dans un café quand il n'y avait pas grand monde. Et puis après, on profitait surtout du week-end pour aller partir à droite à gauche, un peu explorer Bali quand même. On y était aussi un peu pour ça, quoi. Ouais, mais globalement, on a quand même pas mal taffé Ouais, et nos journées étaient centrées autour du taf. Donc on évitait trop de sortir la semaine parce que sinon, bah, après, le lendemain, t'es déphasé. ouais. Donc c'était quand même assez productif, assez cadré et assez sérieux. Et je pense que pour le coup, tu vois, c'était intéressant qu'on reste un mois, 2 mois sur un seul et même endroit parce que tu sais, on se rendait compte que même au début, on perdait quand même pas mal de temps. Ouais. La première semaine, je me souviens, on testait plein de cafés, on essayait de voir quels sont les spots où on pourrait bosser et avoir nos petites habitudes. Et mine de rien, quand tu changes beaucoup, beaucoup, comme certains digital nomades peuvent le faire, en fait, tu perds vite une semaine à chaque fois, histoire de reconnaître les Ouais. lieux, de te refamiliariser avec une nouvelle routine, etc. Ouais. Moi, la relation avec les clients, ça a plutôt été. Alors moi, je suis freelance seulement depuis le début de l'année. Donc en fait, c'est mes premiers clients que j'ai ramenés avec moi en Asie. Mais, mais pour le coup, ça s'est assez bien passé. Je leur ai dit que je partais. Enfin, ils n'ont rien dit. Et pour moi, si un de mes clients m'avait dit quelque chose, ça aurait été un signe que c'était pas un bon client pour moi et que bah, moi, j'aurais pas kiffé travailler avec lui parce que pour moi, que je sois en France ou à l'étranger, ça change rien. Le décalage horaire, au final, tu peux t'y adapter, quoi. Quand c'est le matin à Bali, c'est l'après-midi. Non, quand c'est l'après-midi à Bali, c'est le matin en France. Et donc, tu peux très bien programmer tes calls et faire en sorte que. En fait, le décalage horaire, tu peux faire en sorte qu'il n'existe même pas, quoi. Ouais. Tu bosses normalement, quoi. Faut Mm. juste, au niveau des calls, faut s'adapter, mais c'est tout. Et sur le reste, c'est à toi d'être responsable pour avancer et donc de te créer encore une fois un bon cadre de travail. Mais pour moi, en fait, toi, j'ai fait un mois chez moi en Alsace et un mois à Bali au Vietnam.
franchement, il n'y avait aucune différence. Ouais, et puis moi, du coup, mes clients, chaque mission client, je reste à peu près minimum 3 mois avec eux. Ce qui fait que quand je suis parti à Bali, j'avais déjà mon petit pool de clients que j'allais suivre et que j'allais garder en partant là-bas. Ce qui fait que du coup, j'ai pas eu besoin de prospecter, et toi aussi d'ailleurs. Et du coup, on se concentrait juste en fait sur killer les projets un par un, et on n'avait pas ce truc de prospection à faire. Et mes clients l'ont compris parce que certains de mes clients sont pas à Paris. Donc du coup, déjà, je les voyais très peu souvent. Et en fait, moi, toute la partie onboarding et discussion client, tout est en fait cadré. Il y a des échanges hebdomadaires qui sont faits. Ce qui fait que en fait, je vois très très peu mes clients, si ce n'est pour signer la mission et puis démarrer la mission. Mais après, en fait, je la vois pas vraiment. Donc que je sois à Paris ou à Bali, rien ne change. En revanche, je prenais quand même au moins, j'avais 1 heure où j'étais vraiment super dispo, souvent sur les fins de journée à Bali, ce qui correspond du coup au matin en France, qui te permet d'être quand même dispo, tu vois, s'il y a des questions ou ce genre de choses. Mais je trouve que c'était cool d'avoir ce décalage horaire. Je sais pas si c'est une autre question, mais je trouvais ça intéressant parce que le matin, on était sûr de pas être dérangé, il n'y avait pas d'urgence, tout le monde dort. Ce qui fait que le matin, tu peux vraiment avancer à fond, parce que tu as toujours les techniques de couper ton téléphone, supprimer ta boîte mail, etc., et te concentrer sur les trucs. Mais tu sais jamais, tu peux toujours être dérangé par un truc qui arrive. Là, l'avantage, c'est que le matin, on était concentré sur nos trucs sans dispersion côté client, quoi. Ouais. Moi, je sais pas s'il y a un seul souvenir que je sortirais de tout le reste, mais grosso modo, juste se dire que ta semaine, c'est... Tu te lèves, il fait 30 degrés, tu prends un scoot, tu fais 10 minutes de scooter, c'est un peu embouteillé, mais tu fais du scoot, t'arrives à un coworking sympa, à midi, tu prends un repas sympa, tu fais une petite pause, et le soir, après le taf, tu vas sur la plage, boire une bière, voir le sunset. C'est plutôt cool. Se dire que tu payes rien en plus, enfin que c'est pas très cher. Se dire que tu manges quand même plutôt très bien. Ouais. T'es au resto tout le temps. C'est quand même un rythme de vie qui est assez agréable et qui est dur à avoir en France, quoi. En fait, ce qui est cool, c'est de se sortir du cadre que tu as habituellement en France et de te dire, en fait, pendant un mois, tu vis un peu dans une bulle hors du temps, quoi. Et sans paraître prétentieux, mais ce qui était encore plus dingue, c'est qu'on était dans ce genre de destination, on avait ce rythme-là, alors qu'en fait, on n'était pas en vacances, quoi. Et en fait, à Bali, Ouais. t'as aussi des voyageurs, et le rythme qu'on avait, c'était un rythme que tu pourrais avoir, tu vois, c'est le genre de destination où tu vas en vacances quand t'es plutôt salarié. Et là, l'avantage, c'est qu'on avait, quand on partait en week-end découvrir, c'était en fait juste un week-end pour nous. Et il y a ce rythme-là. Ouais, le meilleur souvenir, c'est la facilité de te lever le matin, quoi. Par rapport en France où parfois moi je galère à me lever, j'ai du mal même en freelance. Là, c'était cool, quoi. Tu savais qu'il allait faire beau, que tu allais passer une bonne journée, que tu allais rencontrer des gens. Et je trouve qu'il y a un autre état d'esprit, peut-être un peu plus libre, un peu moins stressant aussi qu'à Paris. Et c'est vrai que ce truc de se dire, t'es là-bas mais t'es pas en vacances. Ouais, c'est ouf. Alors tu prends pas ces 4 semaines de congé annuel. Ça, c'est plutôt c'est un sentiment qui est assez cool. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ah bah là, Pire souvenir. je pense que moi je l'ai. Hein. Moi, Toi, tu l'as ou pas? Moi, j'ai pas de pire souvenir. Franchement, j'ai pas eu de galère, j'ai pas eu de soucis. Tu vois, bon, à la fin, ça s'est écourté et à cause du Covid, j'ai dû rentrer du Vietnam plus tôt et c'était un peu en catastrophe. Mais je vois, enfin, je considère même pas ça comme un pire souvenir parce que c'est juste les choses sont passées comme ça et puis voilà et puis au final tout s'est bien passé, quoi. Mais toi, par contre, voilà, il y a quelques petits trucs. Moi, j'ai eu pas mal de. Pour celles et ceux qui veulent découvrir un peu les anecdotes du voyage, Dans Tuk Tuk, on raconte ça. on les envoie sur le podcast Tuk Tuk, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas dit en intro, mais on fait le podcast Tuk Tuk, Oui, où on raconte un petit peu, notamment les épisodes 1, 2, 3, 4, c'est les 4 premiers, où on raconte un peu comment s'organiser en voyage, anecdotes de voyage, pourquoi on est parti à Bali, au Vietnam, comment fonctionner là-bas, combien nous coûtait la vie grosso modo là-bas aussi. Ouais, du coup, ouais, moi il m'arrivait bizarrement en un mois, en un mois et demi, 2 mois, il m'arrivait quand même pas mal de galères entre une course-poursuite avec des singes, des clés qui sont perdues, et surtout celle-là. Et surtout, moi je me suis fait voler mon scooter, quoi. Ouais. On partait en week-end sur une petite île à Nusa Lembongan, à côté de Bali. Et à côté de l'île principale de Bali. Et puis en revenant, il y avait le scooter de Valentin et puis il n'y avait plus le mien. Donc belle galère de s'être fait voler son scooter. Il y a eu quand même une belle rencontre, c'était assez marrant quand même avec le recul de dire que la police indonésienne est quand même particulière. Donc ouais, c'est quand même la belle galère d'avoir à repayer. Surtout avec une belle facture, quoi, de 500 €. Quoi. Ouais.
Mes attentes. Je sais pas trop quelles étaient mes attentes en fait. En fait, ce qui est marrant, c'est que, et on en a parlé dans Tuk Tuk aussi, c'est que moi j'étais jamais allé en Asie, mais par contre, j'avais vu tellement d'images, de vidéos et de trucs sur Instagram que, grosso modo, ça n'a pas été une découverte incroyable. Enfin, je savais plus ou moins à quoi ça allait ressembler, et c'était assez conforme à la réalité. Après, voilà, là, pour le coup, tu l'expérimentes vraiment, donc tu découvres le truc. Mais, euh, mais sinon, honnêtement, c'était comme je l'attendais, tu vois. Moi, j'avais anticipé le truc c'est pas tout rose et il peut quand même y avoir des galères. Et t'es pas chez toi et t'es comme dans un pays qui est moins développé que la France, où il y a un système judiciaire, etc., qui est différent du nôtre. Et donc, potentiellement, derrière le rêve Instagram, tu vois, il y a la réalité qui est différente et tu vas quand même chez des locaux, tu vas chez eux, tu t'implantes un peu chez eux, quoi. Donc, euh, On se ouais, parlait dans je Enquête sais exclusive là. je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Non, ouais, c'est vrai. Moi j'étais quand même curieux, puisque on n'avait pas expérimenté, tu vois, le travail là-bas et qu'on entendait beaucoup de bien sur Bali, etc. Après, en soi, que tu sois à Bali ou en Espagne, Ouais. ça change pas grand chose, tu vois. Mais moi, tu vois, moi, il y avait un truc, j'étais curieux quand même de savoir le type de nomade et le type de freelance qu'il y avait là-bas. Hmm. Parce que, mais bon, moi, c'est mon truc, j'ai toujours un peu de mal avec tu sais, tout ce qui est mise en scène, Insta et tout le truc, je comprends pas trop, je trouve que les gens perdent un temps monstrueux là-dessus. Mais du coup, tu vois, il y avait souvent beaucoup de mise en scène et je voulais savoir vraiment si c'était comme ça, si c'était pas surjoué, etc. Et effectivement, en vrai, le cadre de vie est quand même incroyable. T'as du bon wifi, c'est pas très cher. Mais il y a quand même, tu vois, il y a un peu de type il y a un peu de type de freelance et tu peux très vite te perdre à rien faire et à faire de la photo Insta et à faire des activités, etc. versus bosser. Et ça, c'est quand même un piège où quand t'es pas discipliné ou quand t'es un jeune free qui a pas forcément de clients et qui va là-bas en se disant ok, je vais trouver des clients, etc. En fait, tu peux très vite te perdre à bosser 1 heure par jour, à essayer un peu de vivoter. Après là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais tu peux aussi faire le choix de te dire je fais le minimum et je kiffe ma vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Ce qui est aussi Bien un sûr. choix de vie qui est largement viable. Mais tu vois, du coup, ça pose des questions de tous ces mecs-là ou ces nanas d'ailleurs, mais qui te vendent un peu le rêve digital nomade et qui sont à Bali et qui vivent à Bali. Est-ce que c'est des personnes qui pourraient revenir facilement en France demain, tu vois, et qui t'apprennent à comment en gros devenir digital nomade, mais est-ce que c'est des personnes qui ont vraiment réussi à comprendre le jeu du digital nomadisme à tel point que tu es capable de le réenseigner, de revenir en France sereinement en termes de salaire, de business, etc. Tu vois. Mais c'était. Ouais, non, j'avais pas plus d'attentes particulières, j'étais plus curieux de savoir un peu voilà, comment ça se passait vraiment la vie nomade là-bas, quoi. Alors, en fait, on a fait d'abord un mois tous les deux seuls, enfin tous les deux à Bali. Ensuite, ta copine est venue à Bali et toi t'es resté un deuxième mois. Moi, je suis parti tout seul au Vietnam, à Ho Chi Minh. J'ai des potes qui devaient arriver, mais du coup qui n'ont pas pu venir à cause de la crise du Covid. Ouais. Et moi, je suis arrivé le 4 mars à Ho Chi Minh et je suis reparti vers le 24, je crois, donc 3 semaines après. Au début, tout était normal, mais donc plus les jours avançaient et plus la crise du Covid euh, grandissait. Les pays d'Asie commençaient à fermer leurs portes. Nous, on avait prévu d'aller en Thaïlande en avril, Ouais. et du coup, les frontières ont commencé à se fermer. Pour le coup, on suivait quand même ce qui se passait et on voyait que ça allait être la merde. Mais tant que tu le vois pas, c'est dur de prendre des décisions et d'anticiper ce qui va se passer. Ouais, c'est clair. Donc en fait, on s'est retrouvés quand Macron a annoncé le confinement. On s'est dit putain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on reste? Au début, on était chaud pour rester. On se disait, en plus, au Vietnam, tu vois, il n'y a pas beaucoup de cas. Ils ont assez bien géré le truc. Il y a quand même un espèce de confinement également, mais c'est assez bien géré. C'est mieux qu'en France. Donc on se disait, est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on rentre? Euh, Au final, on a quand même pris le choix de rentrer parce que à la base, on avait seulement prévu de partir 3 mois. Donc Ouais. il restait un mois. Et là, vu comme c'est parti, on ne pourra pas bouger avant au moins 6 mois, je pense. Donc j'étais pas prêt à rester toute l'année au Vietnam tout seul. Donc, et après, une fois que tu te dis on rentre, bah là, maintenant il faut trouver un billet d'avion pour rentrer. Et ça, c'était aussi un peu compliqué. Ouais. Surtout que, bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que heure par heure, toutes les compagnies aériennes, enfin, bloquaient les billets, tous les pays fermaient leurs frontières. Et toutes les escales potentielles pour rentrer en France, elles fermaient. Et en fait, limite heure par heure, t'avais moins d'options pour rentrer. Et on avait attendu un jour de plus, je pense qu'on serait pas rentré. Bah, moi, même à 2 heures près, pour la petite histoire, je suis rentré en passant par Taipei. Et en gros, j'ai atterri à Taipei à 22 heures et à minuit, ils fermaient tous les transits. Enfin, c'était impossible. Donc en fait, je sais pas ce que j'aurais fait. Je serais resté à Taipei ou à Bali, je serais rentré, etc. Donc
Retour un peu galère quand même. Pas mal de stress en fait sur la décision à prendre. Est-ce que on rentre? Comment est-ce qu'on rentre? À quel moment on rentre? Est-ce qu'on va pouvoir rentrer aussi? Mm. Pas mal de stress là-dessus. Ouais. Moi, au final, j'avais un billet de Vietnam Airlines, un direct Ho Chi Minh Paris qui a été annulé. Ouais. Ensuite, j'ai pris un billet passant par Dubaï. Et entre-temps, l'ambassade avec Air France ont mis en place des vols spéciaux pour rentrer. Donc, du coup, j'ai repris un billet. Donc, j'ai 3 billets pour rentrer. Et du coup, un vol Air France spécial direct. Donc, c'était un peu tumultueux. Là, finalement, on est aussi dans une expérience de digital nomadisme. Exactement. En région parisienne, c'est une bonne expérience aussi. Hein. Non, à la base, on devait rester au moins un mois de plus. Donc, donc ça s'est raccourci. Mais oui, moi, c'est clair que. Moi, j'ai plus d'appart là. Donc je sais pas trop où je vais faire. Mais j'aimerais bien avoir un mode de vie où j'ai un petit point de base. Et ensuite, régulièrement, je peux aller ailleurs. D'abord en Europe. Mais en Europe, il y a plein de trucs cool à aller voir et à faire et à refaire. Donc ouais, c'est clair que ce mode de vie, il m'attire bien. Et en gardant en tête qu'il faut quand même pas faire n'importe quoi et il faut réussir à rester sérieux et cadré quand tu fais ça, quoi. Ouais, non, je suis comme toi. Après, être, tu vois, tout le temps en voyage, je suis pas sûr que ça me conviendrait. Ouais, c'est compliqué. Hein. Mais ouais, de temps en temps, moi j'aime bien le format 2-3 mois, tu vois, 1 fois ou 2 fois par an, je le trouve intéressant. Après, la réalité, c'est quoi? C'est quand même plus simple de faire du business côté en face de tes clients et à Paris, pour nous, dans nos cibles, c'est quand même plus simple que si on avait dû prospecter sur des missions à l'autre bout du monde. Je pense que ça aurait été aussi un peu plus compliqué. Donc j'aime bien ce truc d'alterner un peu camp de base et puis bouger à droite à gauche selon les destinations. Ouais, c'est cool. Ouais. Le conseil, ce serait, c'est un peu un fil rouge de la vidéo, mais c'est juste, si tu veux bien le faire, faut pas prendre le truc à la légère et se dire, ok, je suis sérieux et il faut avoir des moments où tu taffes et tu taffes, quoi. Et tu peux vite être dans un truc où tu testes plein de cafés, mais t'as jamais vraiment une bonne station de travail. Nous, on a pris le choix à Bali de prendre un coworking. Moi, pareil, au Vietnam, je payais un coworking parce que tu sais que tu auras des bonnes conditions de travail, tu auras une bonne wifi, tu auras la clim, ce qui est important quand il fait 35 degrés dehors. Ouais, c'est clair. C'est hyper important et pas hésiter à mettre les moyens, quoi. Nous, on mettait 200 € par mois dans un coworking, mais parce qu'on a jugé ça indispensable, quoi. Ouais, et puis moi, déjà que c'est quand même, il y a un peu un truc un peu stressant de partir à l'étranger dans un truc que tu connais pas forcément. Moi, je conseille quand même de pas partir trop vite aussi. Et le fait d'avoir déjà des clients, de savoir un peu ce que tu es capable de pouvoir vendre, de proposer en tant que service et d'avoir déjà une petite base de clients qui te permet d'assurer des revenus de base, en fait, je pense que c'est essentiel. Je trouve que trop de gens veulent se lancer direct, free plus digital nomadisme, sans forcément avoir de clients. Et c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus long, c'est source de stress. Parce que en plus d'être dans un nouvel environnement, de travailler, il va falloir trouver des clients. Et rien que là, pour le coup, les décalages horaires peuvent être galères. Donc, je trouve qu'il faut partir le plus serein possible et vraiment vivre l'expérience à fond. C'est d'avoir 2-3 clients avec lesquels on part, de les avoir bien préparés au fait de partir. Et puis, ça, c'est un peu le conseil que je donnerais, de pas partir trop vite. Bravo, Alexis. Et merci Nomad Pass. Merci Nomad Pass, salut.